Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de mai. Comme d'habitude, on va commencer par faire un petit tour du côté des statistiques. En mai, j'ai lu 14 livres. Il y en a 7 que j'ai lus en version physique, 1 que j'ai lu en version numérique, 3 que j'ai lu en version audio et 3 que j'ai lu en version mixed média. En général, c'était audio plus physique ou audio plus numérique. J'ai lu un total de 3903 pages, ce qui représente approximativement 125 pages par jour. On était plus proche des 126, mais comme on n'était pas tout à fait à 126 pages par jour, j'ai préféré arrondir au chiffre en dessous, au nombre en dessous. J'ai fait un abandon, j'ai mis 0 1 étoile, 0 2 étoiles, 1 3 étoiles, 2 4 étoiles, 7 5 étoiles, et j'ai eu 3 coups de cœur au mois de mai. Ça fait une moyenne de 8,92 sur 10 dans Copile et 4 étoiles et demie sur Goodreads. Je crois que depuis le début de l'année, c'est mon meilleur mois de lecture en termes de qualité. Pour commencer, il faut que je vous dise qu'il y a 3 livres que j'ai lus en mai dont je ne vais pas du tout vous parler dans cette vidéo parce que ce sont les livres que j'ai lus dans le cadre du vlog du Buzzword. Et suite à des circonstances exceptionnelles, vous ne verrez ce vlog que dans 2 semaines. Semaine prochaine, vous verrez le unboxing book haul et je pense que c'est la semaine d'après que vous verrez le vlog du Buzzword. Du coup, pour pas vous spoiler le contenu de ce vlog, je vais pas du tout vous parler de ces 3 livres. Peut-être vite fait vous dire, j'ai lu à ce moment-là un livre pour le Buzzword et... non, je vais même pas vous dire ce que j'en ai pensé pour vraiment pas vous spoiler. Mais le premier livre que j'ai lu du coup au mois de mai, c'était un des livres pour le challenge Buzzword de Kayla. Ensuite, j'ai lu Légendes celtiques, déesses, druides et héros de Crystal Camp Ruby aux illustrations et Marieke van der Horst et Vanessa Calico pour le texte. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads et 10 sur Livre Addict. Il était dans ma palle des cartes pour un livre, une lecture graphique. Comme son nom l'indique, on va être sur un... Enfin, comme son nom l'indique. C'est un des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent. Donc comme son nom et sa collection l'indiquent, on va être sur une encyclopédie de légendes celtiques avec des illustrations pleine page, pleine double page même. C'était la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule, donc j'avais aussi quelques goodies, des illustrations et une planche de stickers que je ne vais pas utiliser. J'ai gardé une des illustrations pour la mettre dans mon reading journal, mais les autres partiront avec cet ouvrage quand je l'aurai vendu, puisque 10 sur Livre Addict c'est juste la moyenne, hein, donc vous pouvez constater que c'était pas la joie quoi. À chaque nouvelle lecture d'un volume de cette collection chez le Héron d'Argent, je me félicite de plus en plus d'avoir décidé d'arrêter de les acheter, de les précommander sur Ulule, parce que je passe pas un bon moment. Je ne passe jamais un bon moment avec ces livres-là, ou alors si, mais très rarement. Il m'en reste que 2 dans ma pile à lire, et j'ai envisagé de les supprimer de ma pile à lire, sauf qu'il y en a un des 2 que j'ai vraiment très envie de lire, c'est celui sur les plus belles histoires d'amour, de la littérature ou de la fiction. Et du coup, comme j'en aurais enlevé qu'un des 2 sans l'avoir lu, je me suis dit bon, autant garder l'autre, tant pis. Et puis ça me fait une lecture à sortir si je retombe sur la case graphique. Alors, on sent que les autrices ont fait énormément de recherches, c'est indéniable, mais même si esthétiquement le folklore celte me parle beaucoup, j'ai pas aimé les illustrations, j'ai pas aimé le style de l'illustratrice, mais ça c'est propre à moi. Ces images sont, vous voyez hein, sur la couverture, c'est l'art est subjectif, donc chacun ses goûts en matière d'art, et malheureusement ce style ne me plaît pas particulièrement. J'ai trouvé que le style, par rapport aux autrices du coup cette fois-ci, était grammaticalement incorrect, très souvent, et elles n'ont même pas essayé de simplifier la compréhension des textes pour le lecteur. J'ai l'impression qu'elles se sont contentées de faire un copier-coller des passages qu'elles avaient trouvés. Je trouve que c'est parfois difficile à appréhender. J'ai eu énormément de mal à aller au bout de ma lecture. Les histoires se suivent
dans un ordre certain mais pas forcément logique. On va avoir une partie de l'histoire d'un personnage qu'on va retrouver plus tard et entre-temps il se sera passé d'autres choses. Pour moi ça n'avait pas de sens, c'était incohérent et j'ai trouvé l'ensemble très décousu. Ensuite j'ai lu Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Il était dans ma palle des cartes parce que j'étais tombée sur une case Welcome to Hell qui m'obligeait à utiliser un générateur aléatoire de lettres pour le titre de mon livre. J'étais tombée sur la lettre P, donc le portrait de Dorian Gray. Ça fonctionne, étant donné que je ne prends jamais en compte les articles qui précèdent le premier mot du titre. Je lui ai mis 15 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Cette histoire, c'est celle de Dorian Gray, qui est un jeune homme de la bonne société qui va commencer à fréquenter certaines personnes qui, malheureusement, sans vraiment profiter de son innocence, vont... C'est un personnage qui va mal tourner. Il va être très... C'est quelqu'un de très beau, c'est un jeune homme qui est très très beau. Et il va être tellement complimenté qu'il va prendre la grosse tête. En fait, il va devenir imbu de lui-même. Et son histoire va très mal tourner, comme le suggère la couverture. Et comme, je suppose, vous connaissez l'histoire de Dorian Gray. Un de ses amis est peintre et il va peindre son portrait. Et je sais pas trop ce que je peux vous dire sans vous spoiler, au cas où vous ne connaîtriez pas l'histoire. Mais en gros, Dorian est tellement obsédé par son image qu'il va faire le vœu que le portrait vieillisse à sa place. Je vais m'arrêter là, au niveau du résumé. La fascination qu'exerce le personnage de Dorian Gray dans cette histoire, par rapport au personnage qui l'entoure, c'est assez ahurissant. C'est le genre de personne que, d'instinct, j'aurais tendance à éviter. C'est quelqu'un de très naïf, de très influençable, et je trouve que, comme dit, les personnages qui gravitent autour de lui, ses amis, ne le font pas exprès, mais ils vont pousser un petit peu cette naïveté et cette influençabilité. Ça existe comme mot, ça ? Peut-être, peut-être pas, j'ai inventé un mot, j'en sais rien, à son paroxysme, et du coup Dorian va péter un câble, tout simplement. Et cette histoire, c'est comment l'innocence peut être pervertie jusqu'à un degré de non-retour, en fait, et c'est très sombre, c'est très lyrique. L'atmosphère est vraiment lugubre, mais j'ai trouvé que c'était parfois un peu gâché par des paragraphes d'une longueur abominable qui n'ont aucun intérêt pour le récit. Le style de l'auteur est vraiment magnifique, par contre, l'image de la femme dans cette histoire, c'est pas trop ça. Les femmes servent plus d'objets de décoration que... Elles n'ont pas vraiment de voix. Et si elles en ont une, c'est uniquement pour montrer à quel point elles sont belles et pas forcément à quel point elles sont intelligentes. J'ai trouvé que la deuxième partie du récit était assez décousue, là encore, et que la fin était très brutale. Je m'attendais à ce que ça monte un peu plus en puissance, mais en fait, c'est allé très 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 vite. Et alors par contre, les illustrations de Livia Caruso sont absolument incroyables. Voilà, donc j'ai passé un bon moment, je suis contente de l'avoir découvert. D'autant que je ne l'ai pas fait exprès, mais il m'a servi de... comment dire, matériel de base, pour ma deuxième lecture du Buzzword, dont je vous parlerai pas, du coup, après. Ensuite, j'ai lu L'école de minuit, le tome 1 de Maëlle Desarts, et c'est un coup de cœur, je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Il était dans ma palle des cartes du mois de mai pour un livre avec des vampires. Ça se passe à Colmar. Toutes les histoires qui se passent en Alsace sont les meilleures histoires du monde. Et on va faire la rencontre de Siméon, qui est mi-humain, mi-vampire, et qui va intégrer pour la première année l'école de minuit. Sa sœur est déjà à l'école depuis quelques années, et l'école de minuit, c'est une école qui va regrouper plein de créatures fantastiques différentes. Donc on a les vampires, on a des ghouls, on a des sirènes, on a des... comment elles s'appellent ? Des harpies, des
trolls, des géants, des gobelins, et toutes les créatures fantastiques auxquelles vous pouvez penser se retrouvent un petit peu dans cette histoire. C'est bourré d'humour. Donc Siméon entre pour sa première année à l'école et certains des élèves vont commencer à disparaître. Donc on va mener un petit peu l'enquête avec Siméon et ses nouveaux camarades. Je me suis éclatée à la lecture de ce livre. Comme d'habitude, Maëlle Desarts est absolument hilarante. Les personnages sont phénoménaux et comme je vous l'ai dit, il y a un casting de créatures fantastiques tellement important et tellement divers. J'ai même découvert des créatures que je connaissais pas. Bien entendu, le fait que l'action se déroule à Colmar, pour moi, c'était magique. Et l'autrice aborde énormément de thématiques importantes, comme le harcèlement scolaire, la discrimination, la pression parentale, la confiance en soi, ce genre de choses. Et je trouve que ces thématiques sont toujours amenées avec beaucoup de délicatesse et une petite dose d'humour qui permet de mieux les appréhender. Le rythme est excellent et on a plein d'indices qui sont disséminés un peu partout. Ce qui rend l'histoire assez interactive, on se prend au jeu, en fait on mène l'enquête avec le personnage principal. J'ai vraiment très hâte de lire la suite, qui pour l'instant est une fin. J'ai vu Maëlle aux Imaginales, je vous en reparlerai dans ma vidéo de la semaine prochaine, mais globalement il y a matière à faire une suite, mais pour l'instant le tome 2 est le dernier, c'est pas encore prévu. J'ai hâte parce qu'on a une bataille finale dans celui-ci avec des conséquences. Il y a des choses qui se passent qui sont un peu irrémédiables et j'ai hâte de voir comment ça va influencer la suite de l'histoire. J'ai lu tellement de bouquins en mai que j'ai l'impression que celui-ci, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je l'ai lu parce que je l'ai lu aussi très vite, je l'ai lu en 2 jours. Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain. C'est une romance contemporaine. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Marion, qui est journaliste. Elle est journaliste pour un magazine People. Et c'est une des meilleures journalistes de ce magazine. Elle est très bien rémunérée. Elle vit une vie très confortable. Sauf que l'histoire commence. Elle est convoquée dans le bureau de sa supérieure hiérarchique. Et le scoop sur lequel elle travaille et qu'elle était censée remettre ce jour-là a été volé. Et il y a un magazine concurrent qui a déjà publié l'info. Donc elle se fait taper sur les doigts et elle pète un câble. Elle burn out, elle en a assez, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas pris de congé parce qu'à chaque fois les congés lui sont refusés parce que non, il faut être présent, non, il n'y a personne d'autre que toi qui peut le faire. Hein. Donc elle a, je crois, presque 1 an de congé, ou 6 mois, je sais plus, à rattraper. Donc elle décide de les prendre. Donc elle va prendre ses congés et elle va partir se ressourcer. Et elle va partir dans la baie de Somme, dans un écolodge qui s'appelle Le Bruit de l'eau. C'est un endroit qui existe réellement. Faites une recherche sur Google. J'ai envie d'y aller. C'est un truc de dingue, ça a l'air trop bien. Donc elle va faire la rencontre des propriétaires de ce lieu. Va y avoir un super feeling qui va passer. Enfin vraiment, c'est un très détente, relaxant, zénitude. C'est incroyable. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir ce lieu moi-même, un jour, peut-être. Elle va essayer de se consacrer, donc notre héroïne Marion, à pas forcément l'écriture, mais elle va revenir à ses premiers amours, la photographie, notamment des paysages, mais aussi des phoques. Je crois que c'est des phoques. Parce qu'il y a toute une organisation qui réintroduit les phoques, enfin qui sauve les bébés phoques qui ont été abandonnés par leur mère. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est très simple à comprendre, mais voilà, c'est pas... Bref, et elle va rencontrer un homme qui lui est là pour travailler. Il est chercheur ou professeur, je sais plus, au musée à Paris, dans un musée à Paris, et il étudie les comportements des animaux, et notamment les phoques. Donc ils vont se rencontrer, et je vous ai dit c'était une romance contemporaine, donc voilà, il va se passer quelque chose entre eux. C'était trop bien. J'ai adoré, c'était
incroyable, comme quasiment tous les romans de Sophie Jomain, enfin comme tous les romans de Sophie Jomain que j'ai pu lire en tout cas jusqu'à présent. Je lui ai mis 19 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Il était dans ma palle des cartes du mois de mai pour un livre écrit par un auteur ou une autrice française. Marion, c'est un personnage qui est très attachant et j'ai adoré l'évolution du personnage masculin qui s'appelle Benjamin. Au niveau du trope, donc je vous ai dit c'est une romance contemporaine, on est sur un Grumpy Sunshine, que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup lire, il me semble, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce tome-là. L'autrice va aborder des thématiques difficiles, graves. On va parler de maltraitance animale, on va parler de perte d'autonomie, de maladie. On va aussi parler de migrants et de tous les drames qui peuvent être engendrés par cette situation-là. Concernant l'aspect migrant, ça arrive à la fin. Et je trouve qu'il y a un certain déséquilibre à cause de cette situation-là, parce que vraiment, c'est pas du tout la thématique pendant tout le long du roman, et ça arrive vraiment vers la fin. Alors, je vais pas dire que ça a aucun lien, parce que on est en baie de Somme, donc Calais n'est pas très loin. Ça a son sens, et ça permet aussi de voir les personnages évoluer, que ce soit pour eux-mêmes ou dans leur vie professionnelle notamment. Donc ça a un sens, mais je trouve qu'il y a un petit déséquilibre. Je trouve que le côté tragique de l'histoire arrive vraiment à la fin et c'est très lourd parce que vraiment il se passe un drame, vraiment un drame. Voilà, j'ai trouvé que c'était légèrement déséquilibré, mais j'ai adoré ma lecture, c'était génial et je vous le conseille vraiment de tout cœur. Ensuite, j'ai fait ma deuxième lecture pour le Buzzword dont je ne vais pas vous parler. Et ensuite, j'ai lu 3 bandes dessinées dont je vais vous parler assez brièvement parce que je ne les ai pas notées. La première, c'est Simone Veil, l'Immortelle. C'est écrit par Pascal Bresson et illustré par Hervé Dufaux. La raison pour laquelle j'ai lu ce livre, c'est parce que c'est une des bandes dessinées qui fait partie du Baby Challenge BD de Livre Addict et du Big Challenge aussi sur toute l'année, les 100 livres les mieux notés sur Livre Addict. C'est un challenge que j'aime bien essayer de compléter si je peux, notamment en lisant les livres les plus courts, BD, manga, comics, albums. Donc si je réussis à les emprunter à la médiathèque, ce qui était le cas pour cette fois-ci, ça me permet de les lire, d'avancer un peu dans ce challenge et puis de découvrir des histoires que je lirais pas forcément autrement, ce qui est le cas de Simone Veil l'Immortelle, puisque c'est une femme absolument fascinante, mais dont je ne connaissais quasiment rien, à part la loi qu'elle a permis, qu'elle a créée, à laquelle elle a donné son nom, on va dire. Donc on est sur une biographie de Simone Veil. On navigue entre... Alors, le présent, non pas vraiment. On est sur 2 temporalités. Le moment où elle est en train d'essayer de faire passer sa loi, et son enfance et son adolescence dans les camps de concentration. Parce qu'elle a survécu à Birkenau, je crois. Je ne sais plus maintenant. Voilà. Donc, je m'intéresse pas, et c'est un gros tort, hein, mais j'ai du mal avec l'histoire. L'histoire, la géographie, c'est pas mon truc, ça a jamais été mon truc. Déjà à l'école. Et c'est pas forcément des sujets sur lesquels je me penche et qui m'intéressent particulièrement. Enfin, ce sont des sujets qui m'intéressent, mais auxquels je ne m'intéresse pas. Je sais pas si vous voyez la différence. Du coup, comme je vous l'ai dit, Simone Veil, à part la loi, je m'étais jamais vraiment penchée sur le personnage, donc je ne savais pas qu'elle avait survécu au camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Shame on me. Mais maintenant je le sais, et c'est assez... Wow, c'était dur cette lecture. J'ai choisi de ne pas la noter dans Copile parce que c'est une biographie, donc je peux pas noter la vie de quelqu'un. Ça se fait pas déjà. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas noter la vie de quelqu'un. La plupart des documentaires que je lis, je les note. Mais quand c'est une biographie, c'est trop délicat. Je peux pas dire c'était nul, c'était cool. C'est la vie de quelqu'un, donc voilà. Quand c'est inspiré par, pourquoi pas, mais là c'est vraiment une biographie. Donc je ne l'ai pas noté sur Copile. C'est aussi pour ça que ma moyenne est si bonne, parce que même si j'ai lu 14 livres en mai, il y en a 4 que je n'ai pas notés. Donc voilà, bref. Donc en gros, on voit, comme dit, on est sur ces 2 temporalités et on constate, on apprend, ou on redécouvre, si on le savait déjà, que 30 ans après les horreurs auxquelles elle a survécu pendant la Seconde Guerre mondiale,
Elle est de nouveau confrontée à l'horreur, à la haine, à la lie de l'humanité. Et elle fait preuve d'une force et d'un courage absolument incroyable. Donc je vous conseille vraiment cette bande dessinée, je l'ai trouvée très très très, comme dit, difficile, mais importante, très importante. Voilà. Donc c'est une lecture que je vous conseille. Et les deux suivantes, je vais vous en parler en même temps puisque c'est le même auteur qui les a écrites. C'est À la vie et Je serai là de L'Homme étoilé. Donc c'est le pseudonyme d'un infirmier en soins palliatifs. Ouais, c'est gay. Et là encore, la raison pour laquelle j'ai lu ces deux BD, c'est parce qu'elles faisaient partie du Big Challenge et du Baby Challenge bande dessinée sur Livre Addict. Ça me faisait un peu peur parce que, si vous êtes là depuis un moment, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je crois, mais je pense que ma plus grande peur, c'est pas la mort, c'est la mort de mes proches. La mort en soi, le jour où je mourrai, je serai plus là et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ma mort à moi ne me fait pas particulièrement peur. J'ai plus peur de la douleur que de la mort vraiment. Mais par contre, perdre mes proches, ouais, je pense que ça doit être ma pire phobie. Comme c'est la plus grande peur de beaucoup d'entre nous, je pense. Donc lire une bande dessinée sur un infirmier en soins palliatifs, c'était pas forcément bien parti. Mais on est sur une succession d'histoires, de témoignages. En fait, l'homme étoilé qui s'appelle Xavier, je crois. Je crois qu'il s'appelle Xavier. Je vous mettrai le lien vers son compte Instagram dans la barre d'infos. Il a réellement vécu ces situations. Alors après, est-ce que les prénoms des gens ont été modifiés? Ça, je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est noté au début des ouvrages. Mais il témoigne de ce qu'il a vécu, des situations qu'il a vécues, des gens qu'il a rencontrés, de la façon dont ces gens sont partis, de tout ce qu'il a fait pour les aider à partir dans les meilleures conditions possibles. Il a travaillé une partie de sa vie en Belgique, Belgique où l'assistance au décès est autorisée. Je sais pas si ça se dit, l'assistance au décès. L'euthanasie, je trouve que c'est pas un joli mot. Mais en gros, voilà, c'est autorisé en Belgique, donc il y a certains témoignages où on en parle. Et c'était très dur, là encore, très très émouvant. C'était beau, vraiment c'était beau. Ouais, c'était dur, mais c'était beau, c'était incroyable, magnifique. Ça permet pas de relativiser parce que c'est toujours un drame quand on perd quelqu'un, mais je trouve que ça pas embelli. Je sais pas, ouais, c'est difficile de vous critiquer ces bouquins. Et ces deux BD que j'ai pas notés là encore parce qu'on est sur des témoignages, sur des très courts moments dans la vie de ces gens, mais ce sont des histoires vraies, donc là encore j'ai pas voulu les noter. C'était dur, c'était important, un peu comme Simone Veil, mais pas dans le même registre. C'était bourré d'humour, bourré de tendresse, d'amour et de vie, tout simplement. Ensuite, dans un registre un peu plus gai, j'ai lu en lecture commune avec Diane In the Lives of Puppets de TJ Klune. Je lui ai mis 19 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. C'était pas un coup de cœur, il y a un petit élément, je pense, qui m'a un peu dérangée. Mais c'était génial. On est sur une réécriture de Pinocchio. On est dans une forêt dans laquelle vit un humain avec 3 robots. Un beau jour, ils vont rencontrer un 4e androïde, un 4e robot. Et je sais pas ce que je peux vous dire. Je vais vous tourner ça comme c'est tourné dans le résumé, sachant que le résumé est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'est pas totalement juste. Mais ça vous permet globalement de comprendre un petit peu ce qui va se passer. Suite à la découverte de cet androïde, leur cachette est repérée parce qu'ils se cachent. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais cet humain et ses 3 robots se cachent. Et suite à la découverte de ce 4e robot, ils vont être découverts et il y a un des robots qui est un petit peu la figure paternelle qui va être emmené dans la cité électrique. Et nos
4 compagnons restants vont décider de partir à son secours, partir à sa recherche. Les personnages de cette histoire sont inoubliables. Oh mon Dieu! J'avais la version audio. Donc, ça fait partie des lectures que j'ai lues en mixed media. J'avais le texte sous les yeux, mais j'avais la version audio. Si vous lisez en anglais, écoutez la version audio de ce roman. Parce qu'on a un des robots. Alors, donc on a l'androïde qui trouve à un moment donné. On a le personnage principal qui s'appelle, je sais plus comment, Victor. On a Nurse Ratched et on a Rambo. Et alors, Rambo... Bon, en vrai, tous les personnages. Mais alors, Rambo particulièrement. Donc, c'est un robot aspirateur, hein, comme vous l'avez vu. C'est un robot qui est traumatisé, qui flippe pour tout. C'est un pétochard. On va tous mourir, on va tous mourir. Il passe son temps à dire ça quasiment pendant l'histoire. Et Nurse Ratched, c'est un robot médecin, du coup. Psychopathe. Elle a envie de tuer tout le monde. Mais c'était hilarant. Franchement, c'est ça. La force de cette histoire, c'est vraiment ces personnages. Parce que... Oh là 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 là. C'était incroyable. Je me suis éclatée. J'ai explosé de rire à plusieurs reprises. C'était formidable. Alors je m'interrogeais beaucoup sur la relation entre Victor et App, du coup, donc l'androïde qu'ils vont découvrir. Parce que c'est TJ Klune, donc il y a un volet un petit peu romance queer. Mais là, au-delà de la queerness, on était sur un humain et un robot. Du coup, ça me paraissait délicat de proposer une histoire d'amour entre ces deux personnages. Et en fait, c'est TJ Klune, donc c'est fait avec beaucoup de tendresse, d'attention, de délicatesse, justement. Et j'ai adoré la manière dont l'auteur envisage la relation entre ces deux personnages. C'était magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est une réécriture de Pinocchio. À mon sens, elle est presque parfaite. Il y a juste ce petit détail qui m'a dérangé, c'est au niveau logique. Il y a au moins à un moment une information qui est donnée aux personnages et ils réagissent comme s'ils découvraient cette information, alors que ça fait un moment qu'ils auraient dû comprendre ce qui se passait. Donc, ouais, pour moi, c'était pas vraiment cohérent juste à ce moment-là. Ça m'a pas gâché l'histoire pour autant, mais j'ai relevé quand même qu'il y avait un petit manque de logique à ce moment-là. Je trouve qu'on identifie très facilement les personnages de l'histoire d'origine. La Fée Bleue, Jiminy Cricket, Pinocchio, bien entendu, Geppetto, évidemment, et... comment comment il s'appelle, Stromboli. Voilà, donc... et il y a une très 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 belle diversité aussi dans les représentations de cette histoire. Je vous le conseille de tout cœur. Il est sorti en français, il a été traduit par De Saxus. Donc si vous lisez pas en anglais mais que vous avez quand même envie de découvrir l'histoire, c'est possible. Ensuite, mon seul abandon du mois de mai. Je savais déjà que j'allais l'abandonner avant de le commencer, mais c'était dans le cadre du Big Challenge, Livre Addict, Baby Challenge manga. Donc j'ai quand même tenté le coup, mais alors c'est vraiment what the fuck. Qu'est-ce que ce livre fait dans cette liste? Parce que rien à voir avec le reste. Bref, j'ai lu La femme limace de Junji Ito. Le titre que j'étais censée lire, c'était, je crois, les grandes œuvres de Junji Ito. Enfin, c'est un recueil de plusieurs œuvres du maître de l'horreur manga, donc le maître de l'horreur japonais. Et j'ai pas trouvé cette édition-là spécifiquement, mais La femme limace, c'est aussi un recueil de certains des textes de Junji Ito. Et dans le premier recueil, celui qui fait partie de la liste des livres les mieux notés sur Livre Addict, il y avait La femme limace parmi ces histoires. Donc voilà, j'ai au moins lu celui-là. Je vais considérer que ça compte. Parce que de toute façon, même si ça n'avait pas été celui-là, ça aurait été la même chose à mon avis. Je l'ai abandonné, je vous l'ai dit, à peu près à 18%, je crois. Oui, c'est ça. J'ai lu 42 pages et j'ai abandonné. Autrement dit, j'ai lu les 2 premières histoires et ensuite j'ai laissé tomber.
Junji Ito, c'est, comme je vous l'ai dit, le maître de l'horreur japonais. C'est de l'horreur graphique, c'est très gore et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, tout simplement. Chacun son style. Moi, l'horreur graphique, surtout que c'est visuel en plus. Si je l'avais juste, si ça avait été que du texte, peut-être que ça m'aurait moins choqué. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le style. Le dessin est très classique. Moi, je préfère le style un peu plus moderne et assez rond. Donc, voilà. J'ai pas aimé, c'est comme ça. Comme dit, c'était un recueil de différentes histoires de Junji Ito. Que des histoires horrifiques. On est sur du body horror. Donc, âme sensible, s'abstenir. Voilà. Donc, je vous en parle rapidement parce qu'il fait quand même partie des 14 livres que je considère avoir lus, ou au moins j'aurais donné une chance. Mais je sais déjà que je ne relirai pas un autre titre de l'auteur, à moins que il se retrouve de nouveau dans un challenge comme ça, mais si je peux éviter, j'éviterai. C'était la petite parenthèse what. Ensuite, j'ai lu mon 3e titre pour la vidéo Buzzword. Voilà. Donc je vous laisse regarder dans 2 semaines cette vidéo pour découvrir ce que c'était. Et j'avais fini, du coup, In the Lives of Puppets, c'était mon dernier titre pour ma palle des cartes. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec un nombre de pages pair. Donc j'ai fini assez tôt ma palle des cartes, puisque In the Lives of Puppets, je l'ai fini le 19 mai. Et comme je vous l'ai dit, il y avait les imaginales. Je vous l'ai dit? Ou je vous l'ai pas dit? Je sais plus. Je sais que je l'ai dit il y a pas longtemps, je l'ai dit dans une autre vidéo peut-être, mais c'est pas grave. Il y avait les imaginales à la fin du mois de mai, donc je me suis dit, ben comme il me reste un peu de temps, autant essayer de lire quelques trucs pour les imaginales. Donc, le roman que j'ai lu après ça, c'était Ars Obscura, le tome 1, Sorcier d'Empire de François Baranger. Alors je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que vous allez le revoir dans la vidéo de la semaine prochaine, donc je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé. On est sur une uchronie fantasy. Donc l'uchronie, c'est un sous-genre de la science-fiction en général, mais là on est vraiment dans un univers de magie, donc je classe plutôt dans la fantasy. À l'époque, on est en 1815, à l'époque de Napoléon Ier qui a conquis l'Empire, et la Russie, les machins, les fats, tout ce que ça implique, cette période historique, pour laquelle je n'ai absolument aucune connaissance. Je vous l'ai dit, hein, l'histoire, c'est pas mon truc. Donc, mais c'est bien, ça m'a permis de découvrir certaines choses. On va faire la rencontre de plusieurs personnages dont on va avoir les points de vue. Donc on a énormément de points de vue dans cette histoire. Et Napoléon, si au départ il a réussi à conquérir l'Empire grâce à sa stratégie militaire, depuis quelque temps il se repose énormément sur une personne. Cette personne, c'est, je sais pas s'il y a son nom, Elégast. Elégast, qui est le sorcier d'Empire. Donc il est capable de magie et Napoléon a un peu perdu confiance en lui et il est persuadé que tous ses succès, il les doit à Elégast. À côté de ça, on a des bulles noires qui se forment en France. Ce sont des... Imaginez un peu genre du pétrole. Des grosses bulles qui éclatent comme ça, qui éclaboussent un peu tout et dont des créatures émergent. Ce sont des bulles et des créatures qui sont mortelles. On va avoir un mercenaire qui est à la chasse de ces créatures et qui tente de trouver un moyen de sauver sa famille. On a une jeune femme qui est en fuite et qui, elle, tente de découvrir ce qui s'est passé avec son père, qui vraisemblablement est décédé, alors qu'il était au service de Napoléon. Et ces deux personnages utilisent d'une manière très différente l'art obscur, la magie. C'est très riche, c'est très complet. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce premier tome. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Pour moi, c'était un mélange des romans de Jean-Laurent Del Socorro, parce qu'on est sur ce côté uchronique, donc un fait historique réel, légèrement modifié pour en créer une histoire, une fiction. En l'occurrence, cette fois-ci, de la fantaisie. Tout comme Jean-Laurent Del Socorro, d'ailleurs, c'est plutôt de la fantaisie. Et Chevauche Brume de Thibault Lati-Nicolas. Avec cette diversité de personnages dont on a les points de vue,
qui vont se croiser à certains moments. L'aspect des bulles noires dont les créatures sortent, ça m'a énormément rappelé la brume. J'ai passé un moment formidable. J'avais la version audio dans les oreilles. Le petit reproche que j'aurais à faire par rapport à la version audio, alors c'était plutôt bien narré, mais je regrette que alors il n'y avait qu'une seule personne, c'était un seul narrateur pour tous ces personnages. Du coup, au niveau de la diversité des voix, c'était pas trop ça. Ça allait encore, mais ça aurait pu être un peu mieux. Et surtout, il n'y avait pas d'accent. Il y a au moins un personnage qui est d'origine espagnole, et c'est très clairement dit, et dans sa façon d'être, et même dans les morceaux qui entourent les dialogues, c'est clairement dit que parfois il a un accent particulier, un accent espagnol, mais le narrateur dans la version audio ne fait pas ses accents. Donc j'ai trouvé que c'était un tout petit peu dommage, c'est un petit peu moins immersif que ce que j'aurais aimé, mais c'était quand même très très bon. Ça va être une tétralogie, le tome 2 et le tome 3 sont déjà parus, et le tome 4, qui sera le dernier, donc devrait normalement paraître début 2025, si j'ai bien compris. J'ai hâte. J'ai hâte de continuer cette série. La couverture est sublime en plus. C'est un genre que j'ai découvert, je vous l'ai dit, hein, avec Jean-Laurent Del Socorro, ce côté fantasy uchronique. Et j'adore. Franchement, je passe un super moment. Le fait de mêler un fait historique, des personnages, des personnalités historiques qui ont réellement existé avec la magie, ça me fascine. Je trouve que c'est incroyable et ça me donne encore plus envie de m'intéresser à l'histoire. Il y a un peu une thématique là, du coup, on a beaucoup parlé de faits historiques. Je pense que je vais essayer de lire... je suis responsable du secteur jeunesse à la médiathèque où je travaille. Du coup, je trouve que les documentaires jeunesse sont une bonne porte d'entrée pour s'intéresser à un sujet en particulier. Après, si vous voulez approfondir, tapez plutôt dans les fonds adultes. Mais pour des informations de base qu'on n'a pas forcément, je trouve que les documentaires jeunesse, c'est plutôt un bon truc. Donc je crois qu'on a une biographie de Napoléon ou quelque chose comme ça, un truc très très court pour les enfants. Donc je pense que je vais le feuilleter parce que vraiment, je suis hyper intriguée par l'époque. Comme je vous ai dit, on va aussi avoir une partie de l'histoire qui se passe en Russie. On a le point de vue de Nicolas. Donc j'ai adoré. J'ai adoré, je vous l'ai dit, c'est hyper complet, complexe politiquement parlant, pardon. C'était incroyable. Je vous le conseille de tout cœur. En plus, il est hyper floppy, c'est trop agréable de l'avoir dans les mains. C'est dense, mais très divertissant. C'est bourré d'action. J'ai adoré. J'avais commencé un autre livre pour les Imaginales, mais je n'ai pas réussi à le finir. Je vais vous en parler très très rapidement, parce que je vous en parlais dans mon update du mois de juin. C'est Magie d'encre de Emma Torse. Je vous en reparlerai aussi la semaine prochaine parce que je l'ai acheté dans le cadre des Imaginales, donc ce mois-ci, enfin au mois de mai. Je suis page 127, donc il me reste toute cette partie-là à lire. Du coup, je vais l'intégrer plutôt dans mon wrap-up du mois de juin quand je l'aurai terminé. Mais voilà, c'est une de mes 2 lectures en cours. Et j'ai quand même réussi à terminer un autre livre au mois de mai. Il me restait, je crois, quelques jours. Je l'ai commencé le 28. Donc, entre le 28 et le 31, j'avais presque plus rien à lire à part Magie d'encre. Et il restait encore des jours de travail. Et vous savez que j'aime bien avoir un livre audio dans la voiture. Donc, j'ai regardé un one-shot, parce que j'avais pas envie de commencer une nouvelle série. Pas trop long en termes d'heures d'écoute, parce qu'il me restait quand même que quelques jours pour l'écouter. Et j'en ai trouvé un sur Nextory que j'avais dans ma pile à lire physique, qui était pas très long, et que j'ai pu lire du coup en 3 jours. If We Were Villains de M.L. Rio. C'est un roman contemporain, un thriller, thriller psychologique, roman policier, Dark Academia. Il est magnifique. C'est chez Castelmore, donc label des éditions Brajlon, dans la collection Thieves, avec un petit signet. Et cette histoire, alors pareil, je vais relire juste vite fait le résumé pour savoir
jusqu'où je peux aller. L'histoire principale se déroule en 1997, mais on commence 10 ans plus tard, quand Oliver Marks sort de prison pour le meurtre d'un de ses camarades de classe. En 1997, ils étaient 7 à vivre dans une résidence, l'ancienne maison du jardinier, si vous voulez tout savoir, sur le campus, je sais plus comment s'appelle ce campus, c'est un campus dédié aux arts, et notamment eux, ils sont dans la section art dramatique. Et c'est leur quatrième et dernière année à cette école, et ils sont que tous les 7 dans cette promotion. Ils étaient beaucoup plus nombreux la première année, mais au fur et à mesure, tous les ans, les moins bons sont éliminés. Donc ils se retrouvent tous les 7 à vivre en colocation dans cette maison du jardinier qui se situe sur le terrain du campus. Ils étudient Shakespeare, exclusivement Shakespeare. Et en 1997, l'un des 7 va mourir et Oliver va se retrouver en prison pour ce meurtre. 10 ans après, au moment où il va sortir de prison, le policier qui l'avait arrêté à l'époque vient le voir et lui dit « Écoutez, c'était il y a 10 ans, maintenant je ne suis plus dans la police, je veux savoir la vérité. Parce que je suis persuadée que vous ne m'avez pas tout dit à l'époque, donc je veux savoir ce qui s'est réellement passé. » Et donc Oliver va raconter son histoire. Donc on va naviguer, je crois qu'il y a 5 actes. Donc chaque acte contient un prologue qui se déroule de nos jours, donc enfin de nos jours en 2007 du coup, où on fait un petit peu le point sur la situation et où on est au présent entre guillemets, où Oliver raconte au policier, enfin l'ex-policier. Et chaque acte est divisé en scènes, et chaque scène est un chapitre qui se déroule en 1997, à l'époque du drame. Donc on commence un peu avant, ça nous permet de découvrir les personnages, et on va aller jusqu'au moment où l'un des 7 va mourir, et jusqu'au moment où Oliver va être arrêté pour meurtre. Donc l'histoire c'est ça, tout simplement. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à savoir. J'ai pas encore rédigé ma critique dans mon reading journal, mais je l'ai déjà noté sur Copile, je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads, j'ai adoré. Alors attention, je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est hyper prétentieux, la façon dont c'est écrit. M.L. Rio a fait le choix de rédiger une ode à Shakespeare. Elle a écrit pas une histoire d'amour, mais elle a écrit un hommage, c'était ça le mot que je cherchais. C'est un hommage à Shakespeare et à son amour pour son œuvre. Donc, elle a presque fait une succession de citations des pièces de Shakespeare. Évidemment, c'est enrobé, il y a plein de choses autour, mais les personnages sont tellement intoxiqués par leur passion pour ce dramaturge que ils ne s'expriment même dans leur vie de tous les jours presque qu'en citation de Shakespeare. Et j'ai trouvé ça génial. Je sais que c'est pas pour tout le monde, c'est pour ça que je vous le dis, ça peut rebuter certaines personnes, mais moi j'ai adoré. Ça m'a donné envie de lire tout Shakespeare. J'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu Roméo et Juliette, j'ai lu La Nuit des Rois. Je pense que je dois en avoir lu au moins une autre, mais je ne sais plus laquelle. Donc voilà, ça m'a donné envie de relire et lire tout Shakespeare. C'est un récit adulte, mais ce sont des étudiants. Donc on a une partie du récit qui est plus version, je dirais pas young adulte, je dirais peut-être new adulte. Ce sont des étudiants qui sont dans l'excès. Ils boivent, ils fument, ils se droguent, ils couchent avec qui ils veulent. Ils sont vraiment dans l'excès, ce sont des hédonistes. Version plus. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et toute leur vie tourne autour de ces pièces de théâtre. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit aussi, le fait que ce soit découpé comme ça en actes et qu'au début de chaque acte, on a un petit récap de Oliver avec le policier qui explique un petit peu où ils en sont et pourquoi on en est arrivé là. C'était parfois un petit peu difficile à suivre parce que c'en est un que j'ai lu exclusivement en version audio, même si j'avais la version physique.
J'ai pas pris le temps de l'avoir dans les mains, ce qui est une honte parce qu'il est trop beau. Mais j'ai beaucoup aimé la version audio, même si c'était parfois un peu difficile à suivre parce qu'on a certains passages dans les chapitres, donc ils sont pas en représentation, hein, c'est dans leur vie quotidienne, qui sont écrits comme des pièces de théâtre. Donc le nom du personnage, ce qu'il dit, le nom du personnage, ce qu'il dit, le nom du personnage, ce qu'il dit, etc., etc. Comme dans des pièces de théâtre. Mais c'est pas une pièce de théâtre, c'est leur vie quotidienne. Donc parfois c'était un petit peu compliqué à suivre. Je comprenais pas pourquoi il y avait d'un seul coup le prénom de quelqu'un qui popait sans contexte. Et en fait, c'était parce que c'était écrit comme ça. Il m'a fallu un petit temps pour m'adapter et comprendre que c'était le format du récit. C'était formidable. Et alors la fin. Wow. J'ai adoré la fin. La toute fin, la révélation finale. C'était génial. Et quand je dis révélation finale, je ne parle pas de est-ce qu'Oliver était vraiment coupable? Sinon, qui était responsable? Est-ce que quelqu'un était responsable de la mort? Parce qu'on parle de meurtre, mais peut-être que c'était pas un meurtre en fin de compte. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc je parle pas de ça. Parce que ça, sans dire que j'avais mes doutes, si ça m'a pas, en fait ça m'a paru évident très vite ce qui se passait. Mais j'ai quand même douté à certains moments, mais voilà, ça j'avais compris relativement tôt. Mais la toute dernière, je crois que c'est quasiment la dernière phrase du récit, donc surtout ne lisez pas la fin, si vous n'avez pas envie de vous spoiler. J'ai adoré. C'était fantastique. Je vous le conseille vraiment, mais voilà, comme dit, ce ne sera pas pour tout le monde. Le style est très prétentieux et c'était trop bien. Je vous l'ai dit, j'ai passé un mois de mai dans mes lectures, fantastique. Donc, même si c'est pas pour tout le monde, je vous le conseille quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures au mois de mai. Est-ce que vous avez fait des abandons? Est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de cœur? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!